Le plus haut gratte-ciel de la Défense découpait le ciel gris de Paris comme une lame de verre. Au 70e étage, les bureaux du groupe Al-Hashimi dominaient le quartier d'affaires. Marbre clair, verre poli, lustres modernes suspendus comme des nuées de cristaux. Tout respirait la puissance et l'argent. Walid Al-Hashimi faisait les 100 pas devant la baie vitrée. D'ordinaire, son costume sur mesure et son calme calculé rassuraient tout le monde. Mais ce matin-là, ses doigts se crispaient sur sa montre suisse et son regard glissait toutes les 30 secondes vers la porte. Dans moins d'une heure, il devait recevoir 6 investisseurs venus de 4 continents. Un projet colossal. Une alliance internationale pour construire une chaîne d'usines de recyclage à haute technologie entre l'Europe, l'Amérique, la Chine et le Moyen-Orient. Un contrat à plusieurs centaines de millions d'euros qui pouvait doubler la valeur de son empire ou l'entraîner dans une chute spectaculaire. Et son interprète venait de disparaître du tableau. La veille au soir, un appel laconique. Accident de voiture sur l'autoroute, hospitalisation, aucune possibilité de se lever avant des semaines. L'homme qui assurait d'une main de maître les passages entre l'anglais, le français, l'allemand, le mandarin et les dialectes arabes n'était plus là. Et en face, l'Américain n'acceptait que l'anglais. Le banquier français refusait de parler autre chose que sa langue. L'industriel allemand adorait piéger les traducteurs. Le chinois haïssait la moindre approximation. Les deux partenaires du Golfe et d'Égypte exigeaient un arabe fluide. Sans pont entre ces mondes, la réunion était mortenée. On a contacté toutes les agences de traduction de Paris, monsieur, tenta son directeur général blême. Un vendredi matin, avec un préavis d'une heure, personne n'a le profil. Walid ne répondit pas. Sa mâchoire se crispa. 20 ans d'efforts, de deals arrachés, de nuits d'angoisse, de voyages entre Dubaï et l'Europe, et tout pouvait s'effondrer à cause d'un accident stupide et d'un manque d'interprète. Au même moment, très loin en bas, une silhouette glissait entre les passants pressés de la Défense. Une fille de 17 ans, maigre, le visage presque effacé derrière la saleté et une mèche de cheveux en bataille. Son manteau trop grand, récupéré on ne savait où, lui tombait jusqu'aux genoux. Des baskets trouées prenaient l'eau à la moindre flaque. Dans la main, un vieux sac à dos qui avait connu bien des trottoirs. Elle s'appelait Barbara Novak. Pour les habitués du quartier, c'était la gamine qui demande des pièces près du centre commercial. Une mendiante de plus parmi tant d'autres. Mais derrière ses yeux clairs, cerclés de cernes, se cachait quelque chose que personne ne voyait. Des heures passées à écouter les conversations des touristes, à déchiffrer des journaux abandonnés, à récupérer des livres jetés dans les bennes à papier. Barbara parlait. Beaucoup. Surtout dans sa tête. Elle parlait en français, en anglais, en allemand. Elle pouvait jurer en russe, demander son chemin en arabe, lire des sous-titres en chinois simplifié. Elle n'avait pas de diplôme, pas d'adresse, pas de famille. Mais dans sa mémoire, 6 langues cohabitaient, apprises au fil de rencontres improbables et de nuits glacées dans des halls d'immeubles. Ce matin-là, son estomac se tordait. 2 jours qu'elle n'avait mangé qu'un croissant rassis et quelques biscuits trop secs pour être vendus. En levant les yeux, elle resta un moment figée devant la tour Al-Hashimi, bloc de verre qui renvoyait la lumière comme un miroir géant. Là-dedans, pensa-t-elle, je suis sûre qu'il jettera plus de nourriture en une journée que je n'en ai vu en un mois. La faim lui donna du courage.
Au lieu de tourner autour des entrées du centre commercial, elle poussa la porte tournante du hall de la tour. Les vigiles la repérèrent immédiatement. Manteau élimé, sac déformé, odeur de froid et de nuit à la rue. « Hé, mademoiselle, ici ce n'est pas un abri !» protesta l'un d'eux en s'avançant. Mais Barbara connaissait les réflexes des agents de sécurité. Quand l'un parle, l'autre détourne le regard une demi-seconde pour jauger la situation. Elle profita de cette minuscule brèche, un pas à droite, un glissement derrière un groupe d'employés pressés, puis dans l'ascenseur déjà plein, juste avant que les portes ne se referment. « Vous allez à quel étage ?» demanda vaguement quelqu'un. Barbara leva les yeux sur le panneau, au hasard, et appuya sur 70. Le chiffre tout en haut. Si elle devait se faire éjecter, autant voir le sommet, se dit-elle avec une ironie amère. Le trajet lui parut interminable. Les chiffres défilaient 30, 45, 52. Son reflet dans l'inox lui renvoyait l'image d'une fille qu'elle ne reconnaissait plus. Pommettes creusées, bouche trop serrée, regard fuyant. Elle se demanda ce qu'elle était venue chercher ici, à part un peu de chaleur, et un vague rêve de sandwich volé dans une cuisine d'étage. Au 70e étage, les portes s'ouvrirent sur un univers parallèle. Moquette épaisse, silence feutré, murs de verre. Des assistants en tailleur circulaient avec des tablettes. Des hommes en costume parlaient à voix basse au téléphone. L'air sentait le café de qualité et le parfum cher. Barbara fit quelques pas, encore indécise, prête à rebrousser chemin si quelqu'un lui criait dessus. Au fond du couloir, une porte était entr'ouverte. Des voix montaient, nerveuses. « Sans interprète, c'est du suicide, monsieur, » disait un homme. « Vous voulez que je me tienne devant un Chinois, un Américain et 2 investisseurs du Golfe en baragouinant de l'anglais approximatif ?» répliqua une autre voix, grave, coupante. « Autant annuler tout de suite. » Intriguée, Barbara s'approcha. Elle se retrouva sur le seuil d'un vaste bureau d'angle, plus grand que beaucoup d'appartements qu'elle avait connus. Un long bureau en bois sombre, des fauteuils en cuir, un écran géant au mur, et au centre, debout, l'homme qu'elle reconnut immédiatement, Walid Al-Hashimi, dont la photo ornait parfois les pages « Économie de journaux » abandonnés dans le métro. Les regards se tournèrent vers elle. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. La mendiante venait de surgir dans le sanctuaire. Le directeur général la toisa, indigné. « Comment est-elle entrée ici ? Sécurité ! On ne laisse pas traîner ce genre de... » Barbara sentit la panique monter, mais la faim, la fatigue et une intuition étrange la poussèrent à parler avant que les mots ne la rattrapent. « Je parle couramment 6 langues. » La phrase tomba comme un caillou dans un lac lisse. Un éclat de rire jaillit d'un coin de la pièce, puis d'un autre. Des ricanements, des sourires moqueurs. Une secrétaire se couvrit la bouche pour étouffer un fou rire. Un manager, ventru, rougeaud, lâcha un « mais bien sûr » en secouant la tête. « C'est ça », ironisa le directeur général. « Et moi je suis pianiste à l'opéra. Dégagez-la d'ici, tout de suite. » Walid allait donner l'ordre quand quelque chose suspendit son geste. Il croisa les yeux de Barbara, un regard qui n'avait rien de suppliant, rien de soumis. Un mélange d'orgueil blessé et d'une détermination désespérée qu'il connaissait trop bien pour l'avoir vue autrefois dans le miroir, quand il n'était qu'un jeune homme sans fortune à Damas. « Attendez, » dit-il simplement. Le rire cessa net. Dans son propre camp, on le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'il confiait la trésorerie du groupe à un enfant. « Quelle langue ?» demanda-t-il sans ciller. La gorge de Barbara était sèche,
mais sa voix, à sa propre surprise, sortit claire. Français, anglais, allemand, russe, mandarin, arabe. On se remit à ricaner. Walid, lui, esquissa un sourire incrédule. De l'arabe répéta-t-il en haussant un sourcil. Une mendiante de la défense qui parle arabe. Pourquoi pas? Il aurait pu la chasser pour récupérer son autorité. Au lieu de cela, il sentit une curiosité ancienne se réveiller, celle qui lui avait permis à ses débuts de repérer des talents improbables dans les quartiers pauvres de Dubaï. Très bien, dit-il, la voix soudain plus douce. Dis-moi quelque chose en arabe. Barbara resta immobile une seconde. Les souvenirs affluèrent. L'odeur d'humidité d'un sous-sol, la toux sèche d'un vieil homme, ces histoires de Damas avant la guerre. Elle inspira profondément. Puis, elle parla. Un arabe fluide, roulé, aux consonances douces d'un damascène, se répandit dans le bureau. Pas une phrase de manuel, pas un «Bonjour, comment ça va?» mais quelques vers d'un vieux poème qu'on lui avait récité au bord d'un matelas posé sur un sol de béton. Pardonne mon apparence. Elle appartient au monde. Ce qui fait la vraie richesse, c'est ce que le cœur sait porter. La pièce se figea. Walid sentit la chair de poule lui courir sur les bras. Ce n'était pas seulement la correction de la langue, c'était la musique du dialecte, le choix des mots, l'écho d'une sagesse qu'il croyait oublier. Il répondit en arabe, presque sans s'en rendre compte. « Où as-tu appris à parler comme ça ?» Barbara soutint son regard. « Dans une cave de Saint-Denis, » murmura-t-elle, avec un vieux professeur syrien qui n'avait plus rien, sauf ses langues. Il s'appelait Amin al-Sharif. Le nom claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Walid recula d'un pas, abasourdi. Amin al-Sharif, le linguiste brillant qu'il avait croisé, enfant, dans les couloirs de l'université de Damas, avant la guerre, avant l'exil, avant l'argent. L'homme avait disparu des radars depuis des années. C'était mon professeur à l'université, souffla Walid. Nous le croyions mort depuis longtemps. Barbara hocha la tête. Il l'est. Il est mort dans cette cave il y a 2 ans. J'étais là. Il disait que les langues sont la seule richesse qu'on ne peut pas vous voler. Le bureau, d'ordinaire si bruyant, ne laissait plus entendre que le tic-tac discret d'une horloge murale. Les managers ne savaient plus où regarder. La mendiante, elle, semblait soudain prendre une autre dimension. Le dernier écho d'une histoire que Walid avait laissée derrière lui, trop occupé à bâtir des tours. Il contourna lentement son bureau massif pour s'approcher d'elle. De près, il distingua les mains abîmées, la fatigue sur le visage, mais aussi cette étincelle que rien n'avait éteinte. « Sortez !» ordonna-t-il à ses collaborateurs, sans hausser la voix. « Monsieur !» protesta le directeur général. « La réunion... Dehors !» Le ton ne souffrait aucune discussion. Un à un, les cadres quittèrent la pièce, vexés, perplexes, mais obéissants. La porte se referma derrière eux, laissant Walid seul avec la jeune fille qui sentait la rue et parlait comme un vieux sage de Damas. Il désigna le fauteuil en face de lui. « Assieds-toi, Barbara. » Elle hésita, jetant un regard à la blancheur immaculée du cuir, comme si elle craignait d'y laisser une trace sale, puis se posa au bord, raide, prête à bondir. « Raconte-moi, » dit Walid. « Pas ton passé, pas tout de suite. Raconte-moi tes langues. » Alors elle expliqua. Par petites touches, sans pathos, comme on déroule un inventaire. L'anglais appris en écoutant les touristes près de la tour Eiffel, le français poli au fil des foyers et des assistantes sociales, l'allemand d'un vieux voisin de squat,
l'accent russe d'une dame de ménage qui lui donnait parfois un sandwich, le mandarin déchiffré à partir de vidéos sur des téléphones cassés, repris avec patience par Amin al-Sharif dans la cave humide. Walid l'interrompit à peine. Il lui demanda une phrase en anglais, puis en français, en allemand, en mandarin. À chaque fois, la prononciation tombait juste, avec ces petites nuances d'intonation qui trahissent une oreille exercée. Le milliardaire se laissa tomber dans son fauteuil, stupéfait. Une mendiante polyglotte venait de débarquer dans son bureau au moment précis où il en avait le plus besoin. Sur le mur, l'horloge continuait d'avancer. Il restait 21 minutes avant l'arrivée des investisseurs. Walid leva les yeux vers le cadran, puis vers Barbara. Il sentit soudain très clairement la ligne qui se dessinait devant lui. Annuler, perdre la face. Ou parier sur ce coup de folie. Il se leva, vint se placer à sa hauteur, s'accroupissant presque pour être à la même hauteur qu'elle. « Écoute-moi bien, dit-il lentement. Dans un quart d'heure, 6 des hommes les plus puissants du monde vont entrer dans ce bureau. Chacun parle sa langue, chacun méprise l'erreur. Je n'ai plus d'interprète. » Il marqua une courte pause. « Je te propose de prendre sa place. » Barbara sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Au-dessus de leur tête, les avions traçaient des lignes blanches dans le ciel de Paris. Au-dedans, entre la rue et le sommet de la tour, une décision venait d'être prise qui allait changer de vie. L'ascenseur indiquait déjà 68 lorsque la secrétaire annonça dans l'interphone « Monsieur Al-Hachimi, les investisseurs arrivent dans 5 minutes. » Walid ferma les yeux une demi-seconde. C'était trop tard pour reculer. Il inspira profondément, puis se tourna vers Barbara. « Tu as exactement 10 minutes pour devenir quelqu'un d'autre, » dit-il. Il appuya sur un bouton. « Sophia, amenez un tailleur, du maquillage et un coiffeur. Maintenant. » La secrétaire n'osa même pas demander pourquoi. Derrière la porte vitrée du petit salon attenant au bureau, une équipe de 3 personnes transformait Barbara à une vitesse affolante. Sa peau, ternie par la rue, retrouva des nuances naturelles sous un fond de teint léger. Ses cheveux, emmêlés par des nuits dehors, furent lissés et relevés en un chignon net. Quand elle rouvrit les yeux, elle crut voir quelqu'un d'autre dans le miroir. Une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais rencontrée. Un tailleur bleu nuit, discret mais chic, dessinait une silhouette nouvelle. La chemise blanche relevait la ligne de son cou fin. Sur la table, un simple carnet noir l'attendait. « Ça suffira », déclara Sophia en rangeant ses outils. Barbara n'osa pas se regarder trop longtemps. Elle avait peur que cette image se fissure, que quelqu'un entre soudain avec un « Pardon, on s'est trompé, vous n'êtes personne ». Quand elle revint dans le bureau principal, Walid eut un instant de stupeur. La gamine à la capuche trouée avait disparu. Devant lui se tenait une jeune femme droite, encore intimidée mais tenace, les mains crispées sur le carnet. « Tu n'as pas mangé ?» demanda-t-il soudain. Elle secoua la tête. Il appuya sur un bouton, un plateau avec un jus et un petit pain arriva presque aussitôt. « Bois, mange 2 bouchées au moins. Tu ne t'évanouiras pas dans cette réunion, d'accord ?» Elle baissa les yeux, émue malgré elle. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis la mort d'Amin. Le signal retentit. Ding! L'ascenseur venait d'arriver. Walid se plaça au centre du bureau. Barbara se posta à sa droite, comme il le lui avait indiqué. Elle inspira profondément. Les portes s'ouvrirent sur les 6 hommes. Robert Jones, l'Américain, imposant, cheveux gris coupés courts. À ses côtés,
l'élégant banquier français Pierre Dupont, cravate de soie. Derrière eux, l'Allemand Hans Schmid, raide, dossier sous le bras. Puis, Li Wei-min, au geste doux et précis. Enfin, deux silhouettes en abaya impeccable, les investisseurs du Golfe. Tous six pénétrèrent dans le bureau avec l'assurance de ceux dont la fortune peut renverser un pays. Monsieur Alachimi, lança Jones d'une voix sèche. J'espère que cette petite attente avait une bonne raison. Walid esquissa un sourire. Une excellente. Permettez-moi de vous présenter ma nouvelle interprète, Mademoiselle Barbara Novak. Le regard américain se posa sur elle, sceptique. Elle semble jeune. Et quelle expérience a-t-elle? Avant que Walid ne parle, Barbara avança d'un pas et répondit dans un anglais impeccable. Mr. Jones, je comprends vos doutes, mais je suis prête à vous prouver mes compétences dès maintenant. Jones haussa un sourcil. Dupont, lui, s'avança légèrement. Très bien, dit-il en français. Alors que pensez-vous de notre langue? Êtes-vous certaine de pouvoir suivre une négociation au niveau que nous exigeons? Barbara répondit instantanément, avec une prononciation claire, presque parisienne. Monsieur Dupont, le français n'est pas seulement une langue que je parle. C'est une langue que j'ai vécue. Comme disait Montaigne, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Je vous promets d'être digne de l'un et de l'autre. Un silence respectueux s'installa. Puis, Schmid intervint, en allemand. Brutal. Übersetzen oder dolmetschen? Weißt du wenigstens den Unterschied? Barbara répondit sans vaciller, en allemand cette fois. Übersetzen, c'est la traduction écrite. Dolmetschen, la traduction orale. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas répéter vos mots, mais transmettre vos intentions. Schmid cligna plusieurs fois des yeux. Jones croisa les bras, intrigué malgré lui. Li Wei-min s'approcha, parla en mandarin, un ton redoutablement subtil. Barbara répondit immédiatement, avec les 4 tons parfaitement placés. Le Chinois sourit. Très rare, dit-il en anglais, très précis. Les deux investisseurs arabes échangèrent un regard amusé, puis lui posèrent chacun une question dans un dialecte différent, l'un en saoudien, l'autre en égyptien. Barbara répondit d'abord au saoudien, puis à l'égyptien, et termina en arabe classique. La langue n'est qu'un pont, l'intention est la route, et le respect, le voyage. Silence. Majestueux, lourd. Puis Jones enfin lâcha. Eh bien, Walid, ton interprète n'est peut-être pas aussi inexpérimentée qu'elle en a l'air. Walid sourit. Barbara sentit ses jambes trembler légèrement, mais elle ne céda pas. Alors, messieurs, dit Walid, si vous le voulez bien, nous pouvons commencer. Et la réunion débuta, dans le calme fragile avant la tempête. La réunion débuta comme une mer calme avant l'orage. Walid présenta la vision du projet. Une chaîne mondiale d'usines de recyclage à haute technologie, capable de transformer déchets organiques, plastiques, électroniques, en énergie et matériaux réutilisables. Barbara traduisait chaque phrase, chaque nuance, chaque respiration. Elle suivait les yeux des investisseurs, analysait leurs réactions comme si elle lisait une langue supplémentaire. Mais très vite, l'atmosphère changea. Jones interrompit brutalement. Walid, tes projections sont irréalistes. Les marges, les délais, tout ça semble fantaisiste. Barbara traduisit calmement. Mais Dupont renchérit en français. Vos chiffres sur la réduction des coûts semblent trop beaux pour être vrais. Nous avons vu assez de faux projets verts pour ne plus être naïfs. Schmid abattit sa main sur la table.
Die Technologie ist noch nicht zuverlässig. Trop de risques. Li Weimin leva la main, parla doucement, mais ses mots étaient tranchants. En Chine, de tels projets ont échoué par manque de compréhension locale. Pourquoi seriez-vous différent? Les deux investisseurs arabes, l'un en saoudien, l'autre en égyptien, exprimèrent des doutes sur la viabilité financière, les coûts d'entretien, les risques politiques. Et Barbara traduisit tout sans perdre une syllabe. Mais elle voyait aussi le visage de Walid se fermer peu à peu. Chaque phrase d'investisseur retirait une pierre de son édifice. Puis Jones fit ce que Barbara redoutait. Il se leva. J'ai déjà entendu assez. Walid, ton projet est noble, mais ce n'est pas du business, c'est de la charité. Nous ne sommes pas intéressés. Dupont referma son carnet. Je suis du même avis. Schmid rangea ses papiers. Lee baissa les yeux. Les Arabes restaient impassibles. C'était terminé. 2 heures de présentation, de lutte, d'espoir, balayées en 30 secondes. Barbara sentit son cœur se serrer. Elle venait de voir, dans les yeux de Walid, le même désespoir que celui qu'elle avait connu enfant, celui d'un avenir qui se dérobe. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle le devança. « Excusez-moi. » Un frisson parcourut la salle. Personne n'interrompt jamais une réunion d'investisseurs de ce niveau. Walid la regarda, horrifié. Barbara, non. Mais elle s'avança déjà. Son corps tremblait légèrement. Sa voix, elle, était stable comme une pierre. « Messieurs, dit-elle en anglais, puis elle répéta en français, en allemand, en mandarin, en arabe. Vous regardez ce projet comme un risque. Permettez-moi de vous montrer ce que vous ne voyez pas. » Jones croisa les bras, l'air contrarié. Mais il ne l'interrompit pas. Barbara continua, s'adressant à chacun dans sa langue. « Mr. Jones, vous demandez des garanties. La seule garantie que l'économie possède aujourd'hui est le coût colossal de ne rien faire. » Puis, elle se tourna vers le Français. « Monsieur Dupont, vous parlez de greenwashing. Ouvrez les yeux. La nouvelle génération ne pardonne plus l'inaction. Le marché change, et ce projet place vos banques du bon côté de l'histoire. » Schmid la fixa, surpris. Elle continua en allemand. « Herr Schmid, vous dites que la technologie n'est pas prête. C'est pour cela que le premier investisseur fixera les standards mondiaux. Celui qui entre le premier mène la danse. » Ensuite, elle fit face à Li. « Dian Chengli, vous avez vu des projets échouer. Parce qu'on a voulu imposer un modèle unique à des pays différents. Nous faisons l'inverse. Un modèle qui s'adapte à chaque ville. Les Arabes, enfin. » Elle changea de dialecte comme on change de ton musical. « Cheikh Hamar, monsieur El Masri. Votre région souffre du manque d'eau, du coût de l'énergie. Nos usines ne recyclent pas seulement. Elles produisent de l'eau, de l'énergie, de la vie. » Un silence glacé suivit. Un silence qui changea brusquement de nature lorsque Barbara ajouta, en russe cette fois, uniquement pour Walid, qu'elle savait capable de ressentir même ce qu'il ne comprenait pas. « Ya bela nikem. A wy dali mnie szans. Ja nie pozwoli uйти, пока они не увидят то, что вижу я. » J'étais personne. Vous m'avez donné une chance. Je ne les laisserai pas partir avant qu'ils voient ce que je vois. Puis elle revint vers la table, droite comme un soldat. « Messieurs, vous voyez des chiffres. Moi, je vois des vies. » Elle désigna les immeubles sous la baie vitrée. Dans cette ville, chaque jour, on jette 3 millions de dollars de plastique, 2 millions de nourriture, des montagnes d'appareils électroniques. C'est de l'or. De l'or que personne ne ramasse.
Son regard passa d'un homme à l'autre. J'ai vécu 7 ans dans des souterrains, des squats, des tunnels. Je connais chaque type de déchet, mieux que n'importe quel ingénieur. Le silence devint presque sacré. Puis, Jones murmura. Continuez. Barbara inspira profondément. Ce projet n'est pas une dépense, c'est une mine. Et vous êtes les seuls sur Terre capables d'en extraire la valeur. Elle recula d'un pas. Ses mains tremblaient, mais ses yeux non. Le monde retint son souffle. Jones fixa Barbara, comme si elle venait de réécrire les lois du commerce. Le Français Dupont posa lentement son stylo, fasciné. Schmid cessa de ranger ses documents. Les Arabes échangèrent un regard chargé de respect. Li Weimin se redressa, bras croisés, observant Barbara comme un maître examinerait un disciple prometteur. Puis, lentement, Jones murmura. « Où Walid t'a-t-il trouvé ?» Walid répondit faiblement. « Elle m'a trouvé elle-même. Mais avant que la situation ne bascule vers le succès, les portes du bureau explosèrent presque sous la pression. 3 hommes en costume sombre entrèrent, suivis d'un visage qui glaçait Walid. Ahmed Al-Zahir, son plus grand rival, son ennemi juré. « Comme c'est touchant !» murmura Ahmed. Walid s'apprête à signer la plus grosse transaction de sa vie, grâce à une escroc. Tous les investisseurs pivotèrent vers Barbara. Leurs regards, second plutôt admiratifs, devinrent froids, inquiets. Ahmed brandit une tablette. « Permettez-moi de vous présenter la vraie Barbara Nikolaeva. » La tablette s'illumina de photos. Barbara arrêtée, Barbara amochée, Barbara menottée. Dossier d'orphelinat, rapport de police, mention de vol mineur, fugue, centre pour mineurs. Jones pâlit. Schmid referma violemment son dossier. « Walid, c'est vrai ?» demanda Dupont d'une voix froide. Walid voulut répondre, mais Barbara le devança. Elle s'avança au centre de la salle et dit calmement. « Da, et pravda. » Oui, c'est vrai. Ahmed sourit comme un serpent. Vous voyez, une voleuse, une menteuse, une petite criminelle, et vous vouliez lui confier 300 millions de dollars. Barbara leva les yeux. Ils étaient humides, mais solides, ancrés. J'ai volé, oui, dit-elle. J'ai volé du pain quand j'avais faim. J'ai volé pour survivre, pas pour devenir riche. J'ai fui des foyers où l'on me frappait. Je suis entré en prison parce que, dans la rue, il n'y avait souvent que 2 choix, voler ou mourir. Un silence pesant suivit. Elle prit une inspiration tremblante. Mais il y a une chose, une seule, que je n'ai jamais volée, mes connaissances. Elle releva les manches et montra ses mains, des mains de travail, marquées, abîmées, vivantes. Je n'ai pas volé les langues que je parle. Je n'ai pas volé mes compétences. J'ai payé chacune d'elles, avec la faim, la solitude, le froid et l'espoir. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une fraude. C'est un miracle de persévérance humaine. Elle se tourna vers les investisseurs, un par un. Vous demandez des garanties? Voici la seule que je peux vous donner. Une fille que tout le monde condamnait à négocier un deal mondial sous vos yeux. Si j'ai pu déjouer ma propre destinée, alors ce projet peut déjouer toutes les prédictions pessimistes. Li Weimin s'approcha doucement. « Montrez-moi vos mains, demanda-t-il. Elle les tendit. Il les examina longuement, puis murmura. Ce sont les mains d'une personne qui sait ce que vaut chaque opportunité. Pas celle d'une manipulatrice. Dupont hocha la tête, touché. Votre passé n'est pas une faiblesse, mademoiselle. C'est la raison même pour laquelle vous êtes indispensable. Schmid inspira profondément. Was einen nicht tötet, macht einen stärker.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. La voix d'Ahmed s'érailla. Vous êtes fou! Elle vous manipule! Vous ne voyez pas que... Walid le coupa net. Ahmed, arrête ton cirque! C'est toi qui as saboté ma réunion. C'est toi qui as fait accidenter mon ancien traducteur. C'est toi qui tentes de détruire une idée que tu es incapable d'égaler. Ahmed blêmit. Barbara fit alors un pas vers lui. Vous savez pourquoi vous avez échoué, monsieur Al-Zahir? Parce que vous pensez qu'un projet vit grâce à l'argent. La vérité, c'est l'inverse. Un projet vit grâce aux gens qui croient en lui. Elle se tourna vers les investisseurs. Alors, messieurs, qui croira en l'avenir? Qui croira en un monde sans gaspillage? Qui croira en la capacité humaine à renaître? Cette fois, ce fut Lee qui se leva le premier. J'investis, puis Jones. Je double ma mise. Dupont. Je signe immédiatement. Schmid. Je participe. Les deux Arabes. Nous sommes avec vous. Ahmed, livide, fit un pas en arrière. Sa défaite était totale. 6 mois plus tard, le premier centre ouvrit ses portes à Détroit. Une plaque massive brillait à l'entrée. Centre de transformation du futur, Barbara Nikolaeva. Les usines tournaient à plein régime. Des centaines de personnes travaillaient, d'anciens délinquants, des mères seules, des réfugiés, des jeunes sans diplôme. Barbara marchait dans les couloirs du centre. Les ouvriers la saluaient avec respect. Elle était devenue un symbole, une preuve vivante que la vie pouvait basculer du pire au meilleur. Maria, sa fidèle assistante, entra dans son bureau. Appel de Walid depuis Dubaï. L'écran s'alluma. Walid rayonnait. Barbara, c'est officiel. Le conseil d'administration t'a nommée vice-présidente du développement mondial. Tu diriges maintenant l'expansion dans 12 pays. Elle resta bouche bée. Walid, Pas de modestie, coupa-t-il. Tu as changé mon empire. Maintenant, tu vas changer le monde. Il ajouta en souriant. Au fait, Ahmed a fait faillite. Il veut un poste dans l'une de nos usines. Qu'est-ce que je fais de lui? Barbara réfléchit une seconde. Engage-le. Poste junior. À Détroit. S'il veut prouver qu'un homme peut changer, qu'il commence au même endroit que moi. Walid éclata de rire. Tu es incroyable. Ce soir-là, Barbara posa une fleur devant une simple plaque accrochée près du hall. Amin al-Sharif, professeur, réfugié, maître, qui m'a appris que la connaissance est la seule richesse et que personne ne peut nous la voler. Elle murmura « Merci, maître. Votre élève a tenu sa promesse. » Le soleil se couchait sur l'usine. Un vent léger emportait l'odeur métallique et la remplaçait par celle d'une nouvelle ère. Une ère où chaque déchet devenait ressource, où chaque humain oublié devenait un pilier, où une ancienne mendiante pouvait devenir la femme qui transforma un secteur entier. La légende de la fille qui parlait 6 langues commençait à peine, et son histoire murmurait au monde entier. Ce n'est pas l'origine qui définit le destin, ce sont les connaissances, la volonté. Et ceux qui osent croire en nous